Cosa Vostra. Alors, comment je suis parti les chercher? Aujourd'hui, on communique. Alors, on fait très peu de SEO. Alors ça, je peux l'expliquer très simplement. Pourquoi? On est très bien référencé, hein. Vous pouvez faire le test partage abonnement, partage Spotify, partage ce que vous voulez. On est en premier sur Google. Mais finalement, ça rapporte pas grand-chose parce que les gens n'ont pas comme réflexe de se dire je vais taper sur Google ce mot-là. Quand Blablacar s'est lancé, enfin quand le covoiturage n'existait pas, vous tapiez pas sur Internet chercher covoiturage Paris-Nantes parce que ça n'existait pas. Donc forcément, c'est pas des requêtes qui étaient très utilisées et on a cherché sur quelle requête on pouvait se placer, etc. Et c'est assez difficile. On s'est mis sur des requêtes de longue traite, c'est-à-dire que finalement tout ce qui va être lié à nos marques, que ce soit Le Monde, Spotify, Le Parisien, etc. Et quand on parle d'abonnement avec ces termes-là, on est placé parce que on a fait des notices, on a fait des choses, des articles sur le blog qui permet en tout cas d'avoir du trafic provenant de ces utilisateurs. Mais déjà, ça transforme très peu parce que les personnes viennent sur notre blog, se renseignent, voient comment se passe le partage parce que comme je te dis, c'est des notices. Donc la plupart du temps, peut-être qu'ils voulaient le partager, mais ils savaient pas comment, mais pas forcément utiliser un intermédiaire pour le faire. Donc ça transforme très peu. Donc voilà, le SEO, pour le coup, nous on n'a pas forcément ce besoin dans l'immédiat. Quand tu évangélises un marché, évidemment, faut trouver les requêtes connexes ou cousines, mais en direct, tu vas pas. C'est évident. Il y a personne qui va chercher ta valeur ajoutée, quoi. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Panier. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Jonathan Lalinec, qui est le fondateur de Split. Split avec 3i, spl3it.com ou .fr.io .com, ouais. .fr existe, mais .com. D'accord. Alors, Split est une plateforme de partage d'abonnements. Tu nous expliqueras en détail comment ça marche dans une seconde, mais en bref, ça me permet à moi, qui ai un abonnement par exemple Netflix, Spotify ou Deezer ou autre, de partager des slots disponibles sur cette plateforme, et ça permet à des gens de venir s'abonner et de prendre cette partie d'abonnement. Et ça cartonne. Vous avez lancé le Proof of Concept l'été dernier, en juillet d'ailleurs, ça fait exactement un an, et lancer la plateforme en vrai à l'octobre. Tu nous raconteras la genèse justement et le lancement de Split. Mais à date, et on est donc à peine un an plus tard, vous avez plus de 100 000 utilisateurs. Vous venez de passer les 100 000, c'est ce que tu me disais en intro. Vous êtes à 102 000, félicitations. Et vous allez bientôt atteindre les 50 000 abonnés. Qu'est-ce qu'on considère d'ailleurs comme un abonné, un utilisateur? On peut peut-être déjà commencer par ça. Ouais, on va commencer par ça. Alors, très bonne intro, hein, déjà. J'ai pas grand-chose à ajouter à ce que t'as dit. Pour le nombre d'abonnés, en fait, c'est les personnes qui ont rejoint un abonnement sur la plateforme. Donc, on est aujourd'hui à peu près à 40 000 abonnés actifs et payants. Et le nombre de propriétaires. Donc ça, c'est les personnes qui vont venir proposer les offres. On a 20 000 personnes, donc ce qui donne environ 60 000 utilisateurs. Et sur la totalité de la base, on a 100 000 utilisateurs qui correspondent à des personnes qui sont des curieux, des personnes qui ont pu aussi résilier leur abonnement depuis le début ou arrêter une offre. Donc voilà. Et ça, c'est les chiffres qu'on a eu à peu près en 9 mois. C'est génial. C'est assez marrant. Je commence par une anecdote d'ailleurs, mais il y a un an, je pense, on reçoit un mail chez Cosa Vostra d'un gars sorti d'école d'ingé qui veut lancer une plateforme. Il nous envoie c'est même pas un BP d'ailleurs, c'est un brief d'une page en disant je veux lancer cette startup. Et cette startup, c'était une plateforme sur laquelle je pouvais prendre un abonnement et sur laquelle je trouverais les contenus Netflix, Prime, OCS et autres. Et on lui dit mec, c'est une super idée, mais c'est objectivement impossible à mettre en place. Il va falloir aller convaincre toutes les majors de
distribuer leur contenu, il y aura du partage de revenus qui sera ultra complexe. Et on lui dit mais en revanche, pourquoi est-ce que tu ferais pas une plateforme sur laquelle je sais pas, on peut enfin le partage d'abonnements, ça se fait de manière très organique et non organisée à date. Peut-être que ça vaut le coup de creuser ce sujet. Donc je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Je connaissais pas Split il y a un an, mais voilà. Et chers auditeurs, je vous invite à créer un compte pour aller voir comment ça marche. C'est très simple. Il y a un catalogue de tous les supports d'entertainment pour lesquels on peut prendre un partage de compte. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse de comprendre avec toi, Jonathan, c'est comment est-ce qu'on accélère sur un marché aussi tendu, justement, que celui de l'entertainment. Comment on se démarque et surtout, c'est un marché à petite marge, mais ça, tu nous en diras plus après. Donc, comment est-ce que tu vas faire 200 millions d'euros de CA? Ce qui m'intéresse aussi, c'est que je trouve ça hyper intéressant de construire des business autour de business, sur d'autres business. C'est un peu le cas de Buffer et If This Then That, pardon, sur ou Zapier sur le business d'API. Nous, on a un client qui s'appelle Plum Kitchen qui permet de faire de recouvrir des placards Ikea avec des portes sur mesure. Donc ça m'intéresse aussi. Bienvenue, Jonathan. Bah écoute, merci de m'inviter sur le panier. Je suis très flatté d'ailleurs parce que je me trouve encore très early stage pour participer au panier, mais du coup je suis flatté de participer à ce podcast. Eh ben, c'est un grand plaisir de te recevoir. Comment est née l'idée de Split? Alors l'idée, elle est venue, je pense, du même constat que tu avais fait. Je pense quand vous avez rencontré la personne qui a présenté son projet, c'est que le partage d'abonnements finalement est devenu presque une base. C'est-à-dire qu'on a tous l'habitude, on peut pas le nier, partager un abonnement, que ce soit pour la Ligue des Champions, que ce soit pour son compte Netflix, pour le partager à son voisin, à sa grand-mère, à son oncle, enfin peu importe, qu'on soit dans le même foyer d'ailleurs ou complètement ailleurs. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'on se partageait les abonnements avec des amis, avec d'ailleurs mes deux cofondateurs. Et on s'est rendu compte dans un premier temps que c'était compliqué tout simplement de pouvoir se rétribuer, c'est-à-dire de pouvoir s'envoyer de l'argent de manière récurrente sur des micro-montants. Donc c'était la première chose, parce qu'au final, pour être plus fair-play, on se disait on va se mettre en place un virement, enfin un paiement récurrent pour se rembourser. Je crois que pour Stéphane, qui est l'un des associés, il avait un compte à la PlayStation Network sur lequel je participais, où tu peux le partager pour pouvoir jouer en ligne. Moi, je partageais Netflix et Brice, je crois qu'il avait, oui, c'était lui qui avait Bein ou RMC Sport. Donc on disait, attends, on va s'envoyer tout simplement l'argent, comme ça c'est plus fair play. Et très vite, en fait, je me suis rendu compte que sur ça peut devenir une usine à gaz. Hein. C'est une usine à gaz. Ouais. Alors pour le coup, je le dis en toute transparence, Lydia l'a fait depuis peu. Depuis septembre, ils ont mis en place le paiement récurrent, justement en mettant en avant le partage d'abonnement. Donc c'est une bonne chose. Mais quand on a eu l'idée, c'était au mois d'avril l'année dernière. Il y avait rien qui existait. J'étais sur Lydia d'ailleurs, que je trouve super, et je ne pouvais pas émettre de paiement récurrent, c'était ponctuel. Et comme je dis souvent, tu vas penser à payer tes colocataires pour 500 ou 300 euros de manière ponctuelle, mais tu vas pas forcément penser à envoyer 1,50 € chaque mois à la personne. Et faire un virement bancaire, donc ajouter le RIB pour des petits montants comme ça, et surtout t'y retrouver dans tes relevés bancaires, c'est pas forcément simple, parce que comme je te dis, tu partages pas un seul abonnement, tu partages souvent plusieurs abonnements, et pour t'y retrouver avec ces micro-montants derrière, c'est compliqué. Donc la première idée de Split, c'était ça, c'était de se dire, on va faire comme une cagnotte Litchi tout simplement, où tu vas entrer le montant de ton abonnement, sans forcément référencer les services, parce qu'on se disait, référencer tous les services d'abonnement, il va falloir tous les regarder un à un, vérifier que on a le droit de les partager, qu'ils ont des offres groupées, etc. C'était trop long. Et vu qu'on voulait se lancer très vite, que j'ai tendance à vouloir me lancer très vite pour voir si déjà il y a un marché, on a lancé un premier proof of concept donc au mois de juillet l'année dernière, avec simplement une landing page où tu devais saisir le montant de ton abonnement et le nombre de personnes avec qui tu souhaitais le partager. Attends, donc et l'abonnement en pratique évidemment. Donc je disais Netflix 15 €, 4 personnes. C'était à toi, exactement. C'était à toi dans la première, donc dans la première version de rentrer ton montant. On n'avait même pas référencé les offres parce que tout simplement on se disait on va le laisser libre en fait de rentrer le prix qu'il souhaite pour derrière récupérer cet argent. Mais je peux me faire de l'argent comme ça? C'est légal? Est-ce que je peux si tu veux facturer, sous-louer plus cher que ce que ça me coûte? Alors non, sur la plateforme aujourd'hui, maintenant qu'ils sont référencés, non. Après, en fait, comme je t'explique, c'est que sur le proof of concept, finalement, on ne référençait pas les services, on rentrait juste un montant. Donc finalement, j'ai envie de te dire, c'est pas illégal de demander de l'argent à un ami sur Lydia qui t'envoie 15 €, 20 €. Derrière, on va pas vérifier ce que tu vas faire avec. Certes, ouais. Mais maintenant, en effet, sur la plateforme, si on saute l'étape donc du premier proof of concept et qu'en effet on référence les services, nous, ce qu'on a mis en place, c'est que tu vas rentrer, par exemple, tu vas dire, j'ai Netflix Premium pour
Netflix Premium, c'est limité à 4 utilisateurs. Donc, potentiellement, tu as 3 places disponibles si tu la partages pas avec quelqu'un d'autre, parce que tu peux réserver une place et dire ça, je la laisse à ma femme, et les 2 autres, je vais les mettre à disposition. Tu peux pas gagner de l'argent. C'est strictement impossible. D'ailleurs, tu peux juste, en fait, ce qu'on dit, c'est du partage de frais. Tu peux récupérer donc 4 euros par personne, mais tu peux pas récupérer plus que les 16 euros au final que tu payes auprès de Netflix. C'est intéressant, c'est une problématique à laquelle s'est frotté Blablacar aussi à une époque, où tu pouvais uniquement partager les frais, c'est bien ça le concept, et pas te faire de l'argent, sinon t'étais C'est ça. Bah, VTT. ouais, on aime bien se comparer à Blablacar parce qu'au final, on est sur un marché qui n'existe pas. C'est-à-dire que partager son abonnement, ça n'existe pas encore aujourd'hui, ou autrement de manière désorganisée, comme tu disais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de sociétés qui ont pris ça en main, c'est-à-dire d'organiser ce partage. Pourquoi? Parce que c'est risqué. On en reparlera tout à l'heure et que beaucoup de personnes ont peut-être eu l'idée, mais se sont dit j'ai peur de me lancer là-dessus. Mais on aime bien se comparer à Blablacar parce que en fait c'est le plus facile, c'est le plus simple comme comparaison. C'est-à-dire que c'est exactement pareil. Au final, tu fais pas un trajet Paris-Nantes, mais tu as potentiellement 3 places disponibles qui te restent sur ton compte Deezer. Donc tu te dis bah voilà, je le paye 16 euros par mois, j'ai 3 places, c'est dommage de les laisser vacantes. Donc je vais les proposer soit à mon entourage, et généralement on a du mal à trouver dans son entourage des personnes intéressées, donc on va pouvoir les mettre à disposition avec des personnes qui sont peu importe, hein, n'importe où en France, et ça crée de l'économie collaborative et de l'achat groupé au final. Compris. Alors vous l'entendez, chers auditeurs, Oui. toujours on est à distance. Je suis désolé. C'est pas grave. Je vais aller le mettre au lit tout de suite. Laurent, je le mets tout de suite. On reste en ligne. J'en ai pour 2 secondes. Je le mets dans la chambre. Et je m'en doutais, en fait. C'est l'heure de sa sieste et voilà. C'est bon, Laurent. Et du coup, donc dans cette première version, dans ce MVP qui sort ce proof of concept qui sort l'été dernier, c'est déclaratif, mais il y a quand même une transaction qui se fait. Oui, il y a une transaction qui se fait. Alors toujours pareil, hein, dans notre manière de faire les choses très vite, peut-être trop vite. Quand on s'est lancé, en fait, on n'avait pas encore d'agrément pour le faire, et on n'avait pas non plus de moyens de paiement par carte bleue. En fait, on s'est dit on va le faire très très vite, on va mettre PayPal en ligne parce que finalement c'est la solution avec Stripe la plus simple à mettre en place pour tester rapidement quelque chose. Et on a mis PayPal. On s'est rendu compte déjà que PayPal finalement ça intéressait peu de personnes. On avait 90% des demandes des gens qui nous disaient j'ai envie de payer par carte bleue, donc on devait se battre pour leur dire mais vous pouvez payer par carte bleue avec PayPal, mais ils voulaient pas créer de compte sur PayPal. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a très vite appris parce que on va dire que j'ai jamais moi créé de fintech avant. J'ai un passé dans le digital où j'ai monté une autre société, mais je me suis jamais vraiment renseigné sur comment ça se passait en effet quand tu stockes de l'argent quand tu as un intermédiaire de paiement, comment ça se passe. Et on s'est très vite rendu compte en s'entourant que il fallait vite changer notre système parce que il fallait un agrément à CPR, qu'on était un intermédiaire de paiement et surtout il fallait placer l'argent sur des comptes séquestres. Donc c'est pour ça qu'on a revu complètement notre site et on est reparti d'une base 0 au mois d'octobre avec le lancement officiel de la version Split, avec un agrément bancaire, avec un compte séquestre, et on bosse avec la banque Lemonway derrière qui gère les transactions. D'accord, c'était Borderline avant, mais au moins ça vous a permis de prouver le besoin, le marché, quoi. Ouais, t'allais le dire, ça a prouvé le concept au final. Donc c'était un peu le principe, sauf qu'en effet c'était Borderline. Mais on était honnête, c'est-à-dire que de toute façon l'argent, voilà, on l'utilisait pas pour d'autres choses, c'est qu'il restait sur le compte PayPal. Mais c'est vrai que voilà, après sur des montants, on va dire qu'ils restent limités parce que ce proof of concept, on a eu beaucoup d'utilisateurs parce qu'on avait beaucoup de médias, mais comme je te dis, c'était de l'argent qui transitait par PayPal, donc les gens ne voulaient pas payer par PayPal. Et ergonomiquement, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, etc. Donc on a eu beaucoup de curieux qui sont venus, mais finalement peu d'abonnés sur le service entre juillet et octobre. Mais hyper intéressant parce qu'au final, c'est une landing, c'est déclaratif, donc tu crées un compte et tu dis j'ai un Netflix à 15 balles, j'ai 3 slots disponibles. Tu mets du PayPal derrière, c'est finalement MVP que tu peux. Donc, pardon, MVP, chers auditeurs, c'est Minimum Viable Product. Et c'est la V0 d'un produit qui permet de rapidement aller tester un marché. Et ça vous a généré de la presse quand même. Ça a généré énormément de presse. Alors, comment est-ce que tu as allumé la flamme ? Ouais, comment j'ai allumé la flamme? Alors déjà, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que, comme on dit souvent, il faut se lancer au bon moment. En tout cas, quand tu lances un projet, en fait, t'as souvent t'as beaucoup de personnes qui ont échoué parce qu'ils sont lancés peut-être trop tôt, d'autres trop tard. Et même si on a encore des doutes parfois sur, on va en reparler tout à l'heure sur les négociations avec les distributeurs, etc. Je pense qu'on s'est lancé au bon moment. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'offres d'abonnements qui sont en train de se lancer. Depuis 2019, 2020, ça a continué, et 2021, ça va encore continuer. Oui, puis c'est le sens de l'histoire.
C'est exactement. Et vraiment, en fait, je pense et finalement, c'est quelque chose qui a vraiment intéressé tout de suite les médias. Alors, je vais t'expliquer rapidement ce qu'on a fait pour avoir de l'audience très vite. On a créé un communiqué de presse agressif. Agressif, pourquoi? Parce qu'en plus, ça allait être presque en notre défaveur. On avait en titre du communiqué de presse, on avait mis, je sais plus si c'était les étudiants, non même pas, c'était vendez vos mots de passe pour arrondir vos fins de mois. Et en fait, on expliquait dedans, on avait sorti des enquêtes sur le partage d'abonnements qui sont, voilà, c'est des enquêtes qu'on a récupérées, qui sont réelles, que le partage d'abonnements, voilà, représente, je crois, 30% des utilisateurs, notamment pour Netflix, etc. Et ça a buzzé tout de suite. Je crois que c'était pris en premier par un journaliste qui nous a rappelé immédiatement. Le tout premier, je crois que c'était 20minutes.fr, et au final, tu te rends compte que quand un article en fait est repris dans un quotidien, la plupart des autres médias suivent derrière. Et en fait, je me rappelle, j'étais en vacances au mois de juillet à ce moment-là, et je crois que sur le même jour, on a eu un article dans BFM, dans Le Parisien, on est passé sur Europe 1, enfin voilà, RMC. Tout s'est enchaîné très vite, et moi j'étais juste frustré parce que je me disais merde, on est vraiment, en fait, on l'a lancé trop tôt ce communiqué, c'est-à-dire que on était vraiment sur un proof of concept où on avait une landing page, on savait très bien que les utilisateurs, parce que je crois qu'on avait fait 5000 utilisateurs en 2-3 jours, on allait les perdre, et en effet on les a perdus parce que c'est des personnes finalement qui dans l'article ça vendait du rêve, vous allez pouvoir économiser sur vos abonnements, et finalement tu arrivais sur cette landing page, tu avais juste un formulaire à remplir avec combien coûte votre abonnement, avec combien de personnes. Donc on a eu en effet des abonnés. Et en fait, finalement, ça nous a servi par contre, c'est que toutes ces personnes qui ont pas passé le pas, en tout cas, de payer, sont venues nous voir sur Facebook, sur le chat. On en reparlera rapidement aussi du service client qui nous a beaucoup aidé sur l'avancée du projet. On avait un chat depuis le début, en fait, où vraiment on répondait H24 à tous les utilisateurs. Quelle plateforme? Alors tout au début, alors oui, je vais vous faire découvrir. En plus, c'est une société française, donc je suis fier d'en parler. Mais on avait commencé avec Freshdesk, et on a eu beaucoup de problèmes. Et là maintenant, on est super content de Crisp. Et vraiment, on est juste génial. Enfin, je l'ai même écrit au fondateur, je sais plus son prénom, mais je le fais jamais, mais vraiment sur LinkedIn en lui disant, mais je te remercie parce que ça va même nous aider pour notre lancement à l'international. C'est-à-dire que le fait de traduire automatiquement et puis c'est simple, non, c'est bien foutu. Donc on utilise Crisp aujourd'hui. C'est notre outil vraiment de référence pour suivre le projet. Top, on est alors promo gratuitement, on est fan de Crisp aussi, et vous l'entendrez très bientôt, je pense, sur le podcast. Parenthèse, il a fait un bel épisode aussi avec Gabriel Gourovitch de Grossmakers où il raconte sa croissance. Ouais, et je crois que c'est comme ça que je l'ai connu d'ailleurs. Et ben voilà, formidable. Et donc oui. Alors, juste pour revenir un peu en arrière. Ce communiqué de presse, tu le fais à l'ancienne, tu écris un communiqué, tu trouves une base de journalistes, ça se trouve si on cherche bien, et tu l'envoies? Non, on s'est fait aider par une personne qui est spécialisée là-dedans, qui nous avait contacté quand je sais plus, il a dû nous voir passer sur les sites du type les Pépites Tech ou autres, et il démarche un peu les startups. Et j'ai bossé avec des cabinets de RP, j'ai toujours été déçu des résultats. Et lui, ce que j'aimais, c'est son approche, c'est-à-dire de dire tu ne paieras uniquement au passage média. Avec quand même une limite dans ces passages médias, c'est-à-dire qu'on va pas atteindre des plafonds de 50 000 euros, c'est qu'il y a une limite de 10 000 euros maximum dans tous les passages médias. Et cette personne a été impressionnée parce que c'est lui en effet qui nous a aidé à faire le communiqué, c'est lui qui a envoyé le mail parce qu'il a sa base de données et qu'il a l'habitude. Et derrière, il a été impressionné parce que dans tous les clients qu'il gère finalement, c'est nous qui avons eu le plus de passages, que ça a continué jusqu'en octobre, novembre, on a des passages dans les JT, etc. On a atteint le plafond, on est super content parce que finalement c'est ce qui nous a permis de nous lancer très vite. Et cette manière de fonctionner, j'aimais bien, c'est-à-dire que tu prends pas un risque à payer 2 000, 3 000 euros à un cabinet de RP finalement tu n'es pas sûr, enfin t'es pas sûr que ça va t'apporter quelque chose. Lui de son côté, c'est voilà, il paye le succès. Ouais, il est à la perf quoi, c'est intéressant. Il est à la perf, la perf à l'ancienne. Ouais. Ok. Exactement. Il s'appelle comment? Alors. Ouais, son nom, mais alors par contre, il parle avec j'ai son nom, pardon, attends, je reprends rapidement. Je suis désolé, je l'ai pas sous les yeux, Laurent. Oh, c'est pas grave. Mais à l'occasion, tu pourras le mettre dans la description s'il faut. Bon, excellent. Donc, communiquer, site, MVP relativement simple, en déclaratif. Il faut quand même... Non, vous ne listez pas encore les plateformes à ce moment-là. Un communiqué de presse, on l'envoie à des journalistes, et là, traînée de poudre, et beaucoup d'utilisateurs, 5000 en 2 jours, c'est pas mal, mais peu de rétention. C'est ça? Ouais, en fait, tout simplement, un peu de transfo.
Très peu de transfo plutôt, parce qu'en fait, mais par contre, beaucoup de personnes qui venaient nous parler, donc c'est pour ça que je rebondis sur le fameux chat, qui venaient nous poser des questions, qui disaient votre concept, c'est une idée géniale. Par contre, moi j'ai plusieurs questions, et t'avais, je crois, 9 messages sur 10 qui nous disaient, bon, déjà première chose, pourquoi on ne peut pas payer par carte bleue, et deuxième chose, moi j'aimerais finalement partager mon abonnement avec des personnes que je ne connais pas, parce que finalement dans mon entourage, je vois pas qui le proposait. Ça serait génial de pouvoir proposer tel abonnement. Donc en plus, c'est eux qui nous déclaraient des abonnements auxquels on n'avait pas pensé. Et en allant sur ces offres, on se rendait compte que finalement, nous, on s'était arrêté, je crois, sur les plus connus, hein, sur Netflix, OCS, Spotify, Deezer. Et finalement, on s'est rendu compte que tu avais beaucoup d'antivirus qui te permettent d'avoir des licences, que tu peux inviter d'autres appareils, etc., qu'il n'y a pas de limite d'ailleurs de foyer ou autre. Tu as beaucoup finalement d'abonnements qui te permettent d'avoir plusieurs slots que tu peux proposer. Et notamment dans la presse, et encore plus aujourd'hui, puisque la presse a tendance à créer des offres partagées, officialiser un peu la chose en disant vous pouvez la partager avec n'importe qui. Et voilà, c'est comme ça vraiment que l'idée de la V1 finalement, et c'est ce qui nous a permis d'oser se lancer, parce que nous on n'osait pas forcément le faire, parce que afficher le logo de Netflix et dire clairement vous partagez votre Netflix, on prenait des risques, parce que dans les CG de Netflix, c'est indiqué en effet que le partage est limité au sein d'un même foyer, parce qu'ils se protègent là-dessus, même s'ils savent très bien que ça se fait. Et c'est ce qui a fait le succès de Netflix d'ailleurs au début. Et puis on s'est dit finalement bon bah on va le faire, on va le lancer, on verra de toute façon, on va se placer comme un annuaire qui va référencer toutes les offres d'abonnements groupés, parce que les offres existent. Si demain bah en effet quelqu'un veut se faire retirer de l'annuaire, il nous envoie un mail ou il nous envoie même un recommandé, on le fera. Et c'est vraiment on s'est lancé un peu comme des cow-boys à ce moment-là au mois d'octobre en se disant on prend un risque. De toute façon on n'a pas mis on n'avait pas levé d'argent encore à ce moment-là et on partait sur des fonds propres, mais on avait dépensé peu d'argent. On s'est dit, voilà, c'est peut-être un risque à prendre, mais voilà. Sur une société créée à ce moment-là, le risque était porté par qui, je veux dire? Le risque était porté par moi en tant que président de la SAS, mais finalement. C'était bien cette SAS, la SAS Split qui lançait cette. Ok. Exactement. Tu l'avais pas adossé le MVP sur une autre boîte que tu aurais pu mettre en péril du coup. Oula. Non, ça, tu vois, c'était même pas une idée qui m'est venue. Non, c'était c'était de se dire on va y aller. Après, on s'est protégé, on va dire de notre côté, c'est-à-dire dans nos CGU, on expliquait qu'on était uniquement un intermédiaire financier. Ce qui est vrai, c'est qu'on reste un intermédiaire financier, on n'est pas revendeur d'abonnement. On référence uniquement les offres des distributeurs qui proposent des offres famille ou des offres groupées. Et voilà. Et donc ça c'était un peu le risque, et c'est vrai d'ailleurs quand et en même temps j'ai envie de dire c'est ce qui nous a permis d'avoir encore plus de médias quand ça a continué, c'est-à-dire qu'une fois que notre V2 est lancé, notre V2 pardon, notre V1 officiel, on a eu encore plus de presse. Pourquoi? Parce que la presse aimait bien parler de l'idée en disant c'est une très bonne idée parce que c'est dans l'air du temps. Le partage d'abonnements, on ne sait pas, les foyers, les consommateurs ne savent pas comment ils vont pouvoir souscrire à tous ces abonnements, ça va devenir juste impossible. Une société a créé une solution, mais c'est sur une zone grise. Et tu te rends compte que finalement, la presse et les médias aiment bien finalement parler de ces sociétés qui sont sur des zones grises, qui se lancent sur quelque chose, mais il faut faire attention. Nous, ça nous a permis en tout cas aussi de se faire connaître auprès de Deezer, Netflix. On sait très bien qu'aujourd'hui, ils ont entendu parler du projet, tout simplement parce que les journalistes les ont contactés également. Et on connaît leurs réponses, et c'est comme ça aussi qu'on est rentré en contact avec la plupart des sociétés en fait. Et c'est pour ça qu'on discute avec certaines, qu'on a officialisé des accords avec d'autres, et qu'on espère aujourd'hui en faire un maximum. Et on y viendra. C'est hyper intéressant. Je pense que l'enseignement là, c'est aussi de se dire, tu connais cet adage, hein, move fast and break things, avancer rapidement et casser les choses. Je sais pas si ça se traduirait comme ça, mais why not? Pourquoi pas? Voilà. Plein d'anglicisme. Et l'autre, un truc que je trouve intéressant, qui nous anime aussi vachement chez Cosa Vostra, c'est le alors pardon, on cumule, il y a des travaux chez Cosa Vostra, enfin en dessous, qui nous anime vachement, c'est done is better than perfect, tu vois, un truc que t'as fait et que t'as lancé, au moins c'est sorti. Ouais. Et je pense que c'est tu vois, c'est une valeur forte chez les entrepreneurs, c'est d'avancer vite. Mais je dois reconnaître que moi, à votre place, me mettre face à des, je sais pas, Amazon Prime, Netflix, Spotify, Deezer et autres, dès octobre, donc 3 mois après le lancement du MVP et sans avoir d'accord de partenariat, c'est couillu, quoi. Oui, c'est couillu. Je te cache pas qu'on l'aurait pas fait dans certains pays. Hein. Honnêtement, aux États-Unis, je suis pas sûr que c'est. Là, on s'est dit, voilà, on va tenter quelque chose. Hein.
La seule peur, en effet, hein, c'était vraiment de se retrouver très rapidement avec des courriers. Et d'ailleurs, on a eu beaucoup de commentaires dans ce sens-là, hein, qui disaient, avec des utilisateurs derrière, qui disaient, mais eux, je leur laisse pas 2-3 semaines avant de mourir, avant d'avoir des procès, etc. Et bah, finalement, ce n'est jamais arrivé. Et même mieux que ça, on a reçu un mail, un seul, hein, aujourd'hui, et même à date d'aujourd'hui, d'une société qui demandait à être déréférencée de l'annuaire, finalement, de notre liste d'abonnements. On leur a répondu, donc on a dit voilà, c'est fait. On a expliqué le concept de Split et pourquoi Split existait, et finalement on a réussi à avoir un accord avec eux pour un accord de distribution, donc qui nous permet de les afficher tout à fait légalement et sans aucun problème, parce qu'en effet, quand on explique les choses et qu'on démontre que finalement Split ne permet pas de revendre des abonnements, mais plutôt de partager des frais. Et puis on en reviendra aussi, mais tous les avantages finalement que le partage peut apporter, il faut pas le voir comme du détournement, mais plutôt de toucher une cible différente, ou en tout cas d'augmenter le panier de ses utilisateurs. Enfin voilà, c'est très bien passé finalement le service en question. Donc c'est un service de VPN, nous a permis de les intégrer directement. Compris, intéressant. Pour comprendre, au moment où vous lancez la V1, la vraie V1, donc en octobre, le proof of concept qui a commencé en juillet, quels en sont les résultats? Quels sont en nombre d'utilisateurs, en nombre d'inscrits, en nombre de... Alors, on était à moins de 10 000 utilisateurs sur la version, donc sur le proof of concept. Et par contre, on avait vraiment très peu de paiements. On avait dû encaisser, je crois, sur 2-3 mois, 5 000 euros de paiement avec 5 000 ou 6 000 euros de paiement avec PayPal. Ok. Donc c'était vraiment petit, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a été très impressionné par l'évolution après de la fameuse V1 où on se disait bon, déjà quand on dépassera les 10 000 euros de volume d'affaires, on sortira le champagne, et finalement ouais, ça a été très très vite. Ok. Avance rapide, on est donc 1 an plus tard. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Split? D'accord. Et comment ça marche? Alors, Split, ça fonctionne comment? Donc aujourd'hui, on se définit, comme tu disais tout à l'heure, on aime bien cette comparaison, comme le covoiturage de l'abonnement. Donc tu viens sur Split, soit parce que tu as un abonnement à partager, donc potentiellement le plus répandu, c'est que tu as Netflix Premium parce que tu as une télé 4K et que tu veux utiliser la 4K de Netflix, mais tu utilises peut-être que 2 profils, toi et ta femme. Il te reste 2 profils. Tu te dis bon, je vais amortir les frais, je vais pouvoir récupérer 8 euros potentiellement de mon abonnement. Donc tu vas venir le proposer sur la plateforme. On va te faire choisir parmi une liste de 145 abonnements avec à peu près 300 services derrière, c'est-à-dire que chaque abonnement a plusieurs offres, donc tu as le choix avec quasiment toutes les offres qui sont disponibles sur en tout cas des abonnements groupés. Mais tu n'as pas, on est d'accord que tu n'as pas d'accord de contrat écrit avec les marques que tu distribues. On référence comme Trustpilot peut référencer les différentes sociétés pour mettre des avis dessus. Nous on référence les offres qui sont groupées. C'est souvent d'ailleurs, les offres, c'est pas nous qui les avons analysées, c'est souvent nos utilisateurs qui nous soumettent des offres. On analyse les CGU, on analyse en tout cas les offres proposées. Si une offre groupée existe vraiment et que c'est défini comme une offre, soit famille, soit 2-3 utilisateurs différents, etc., on peut l'intégrer. Donc on sélectionne son abonnement et on va le proposer. Donc pour le cas de Netflix, potentiellement, tu peux récupérer 8 euros par mois en le mettant à disposition. Et une fois que vas-y, pardon. Une fois, je finis juste le processus d'inscription, mais une fois que t'as proposé Netflix, t'as le choix entre deux options. Soit tu vas le mettre en privé, donc là on reste vraiment sur de la cagnotte classique où tu vas proposer à ton coloc, à un ami de venir donner de l'argent de manière automatique via sa carte bleue. T'as pas besoin de lui demander de te faire un virement tous les mois ou d'envoyer de l'argent, peu importe la manière. Il rentre sa carte bleue et tous les mois tu recevras 4 euros de ton coloc ou de ton ami. Et la deuxième solution, que je te cache pas, représente 75% des offres proposées, c'est de le mettre en ce qu'on appelle public, donc c'est de le proposer à la communauté de Split. Ok, mais du coup, vous marchez avec des API ou il faut partager son login et son mot de passe? Alors, il y a 20% des abonnements seulement, parce qu'on a été critiqué là-dessus aussi, sur le partage d'identifiants, et je t'avoue que moi j'en suis pas totalement fan, même si on a beaucoup de choses en fait qu'on met en avant pour pouvoir sécuriser ce partage d'identifiants. 20% des offres proposées sont sur du partage d'identifiants, 80% sont sur du lien d'invitation. Donc le lien d'invitation, tu ne risques absolument rien parce que c'est ton compte finalement, ton compte Nintendo Switch par exemple, qui va passer en premium automatiquement parce que tu as reçu un lien d'invitation comme un lien de parrainage, mais qui te permet finalement de bénéficier exactement des mêmes offres qu'une offre premium. Pour 20% des cas, donc là on va parler Netflix, le plus connu,
C'est du partage d'identifiants, donc on a un système de coffre-fort en interne sur la plateforme qui permet de stocker en tout cas de manière sécurisée tes identifiants. Et derrière, c'est sur la bienveillance. Et ça, je le nie pas. Hein. C'est ce que je dis, c'est que en effet, quand on s'est lancé, tout le monde nous a dit, mais attends, c'est le meilleur moyen de se faire pirater son compte. Et nous, ce qu'on répond aussi, c'est la bonne comparaison. On prend Airbnb. Quand tu vas louer un appartement sur Airbnb, tu vas pas aller voler le grille-pain parce que tu as loué un Airbnb. C'est qu'en général, on mise beaucoup sur la bienveillance. Au jour d'aujourd'hui, on a eu des problèmes. On a eu deux, trois utilisateurs malveillants qui ont tenté des choses. À chaque fois, on a 40 réussi 000, ça va, quoi. Exactement. Et vraiment, ça c'est, on peut aller enquêter sur notre chat, on peut demander à notre service client. Vraiment, on a eu très très peu de cas. Même nous, on est étonnés, c'est-à-dire qu'on s'attendait à avoir beaucoup plus de problèmes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un service client conséquent, parce qu'on est là pour intervenir, on est intermédiaire, donc on est censé être là pour gérer ce type de problème. Et on n'a jamais eu ce type de problème. Vraiment, c'est l'idée, c'est d'être bienveillant. Et comme je dis souvent, c'est que les personnes qui viennent rejoindre ton abonnement pour 4 euros par mois, son intérêt, c'est pas de changer son mot de passe, parce qu'au final, il va se tirer une balle dans le pied tout seul, parce qu'il aura plus accès lui-même au service qui payait 4 euros. Donc Bah ouais. non, ça n'arrive pas, et on arrive à récupérer dans tous les cas les identifiants si réellement il y a un problème. Parce que comme je te dis, c'est arrivé 2-3 fois, une fois avec Disney, 2 fois avec Netflix, et on a réussi à chaque fois à récupérer les identifiants, parce que c'est très simple de récupérer quand même les identifiants derrière. Mais 3 cas sur 40 000 ou 4 cas sur 40 000, ça fait 1 sur 10 000, ça va, le taux de, Ouais. de fraude, le taux de fraude est bas. Donc, moi, j'ai mon abonnement Netflix, je viens m'inscrire, je donne mon code ou mon lien d'invitation, je dis combien j'ai de slots, de places disponibles, je dis combien je paye, ou alors ça, vous êtes capable de le retrouver, mais du coup, ça Non, donne le ça, nombre de... c'est rentré automatiquement, parce que justement, ça c'est pareil, c'est un autre problème qu'on a eu au début, et c'est que de l'optimisation qu'on a dû faire avec Split, c'est que quand on s'est lancé, on s'est dit, bon, les gens vont pas essayer d'arnaquer les personnes pour quelques euros. Et au final, on s'est rendu compte, je pense que notre service a dû tourner sur des forums où des personnes ont trouvé le bon plan de dire, j'ai une solution pour vous faire de l'argent tous les mois, gagner 5-6 euros par mois. Vous allez souscrire via un VPN sur Netflix en Argentine, et vous allez le proposer, parce qu'en Argentine, Netflix, tu le payes 3 euros, et puis Split te permet de récupérer 12 euros. Donc ça, c'est des choses qu'on a appris en fait finalement avec Ok, intéressant. l'usage. Et Ouais. c'est beaucoup de choses comme ça qu'on a réussi à sécuriser. Et là aujourd'hui, il n'y a plus aucun problème. C'est-à-dire qu'on est capable de repérer des Netflix qui ne sont pas des Netflix français. Ce qui permet aussi, quand on va voir les distributeurs, on pourra toujours en revenir là-dessus sur notre négociation auprès des distributeurs, mais de sécuriser ce qui se fait aujourd'hui et d'essayer de basculer. On a réussi à basculer des utilisateurs qui payaient depuis plusieurs années leur abonnement Netflix en Argentine, parce qu'ils disaient ça me coûte que 5 euros par mois, donc je vais pas passer sur une offre française, parce qu'en fait, quand on se rend compte qu'un utilisateur utilise notre service de manière inappropriée, on vient le voir. Donc on essaie de discuter avec en disant voilà, vous avez été repéré, parce qu'on a du scrapping sur Netflix qui nous permet de savoir si l'offre n'est pas en France. Et on lui dit vous avez deux choix, soit on bannit, en fait, on clôture totalement votre compte et on rembourse la totalité des paiements à vos abonnés, soit vous modifiez votre offre et vous la passez en offre française. Et tu as 2 personnes sur 3 qui vont en fait finalement se dire et on leur explique, hein, c'est assez, parce qu'on sait très bien que l'usage avec un VPN, c'est les étudiants sont beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui le font, qui arrivent encore à le faire, et on leur dit finalement à quoi ça vous sert de payer avec une carte étrangère un Netflix qui en plus vous n'avez pas forcément le même catalogue en Argentine, alors que pour le même prix finalement vous pouvez l'avoir en France, passer sur une offre premium à 16 euros, mais derrière amortir les coûts avec d'autres utilisateurs. Donc on arrive en effet à remettre dans le droit chemin, on va dire, des personnes qui s'étaient un peu qui s'étaient un peu égarées, qui tentaient des choses pour ne pas payer Netflix au final. Et pour l'instant, du coup, tous ces services que vous référencez, je vais pas dire ferme les yeux, mais en tout cas, vous existez sur la place publique et c'est pas. Et pour l'instant, voilà, en dehors de un qui vous a demandé d'être retiré du catalogue, les autres sont toujours présents. Ils sont toujours présents. Nous, on les a forcément tous contactés. On a eu aussi des services, et c'est un peu ce qu'on voulait en fait nous au début. Hein. Si on prend ce risque-là, et je vais te donner un exemple tout bête, de Deezer, qui est une très belle boîte. Quand ils sont lancés, si tu connais un peu le passé de Deezer et comment ils se sont lancés aussi en prenant, on va dire même plus de risques, c'est-à-dire qu'ils proposaient des musiques en streaming sans avoir d'accord avec les maisons de disques. Finalement, quand ça a grossi, ils ont réussi à signer leurs premiers accords avec les maisons de disques, et c'est ce qui a fait que Deezer est devenu Deezer aujourd'hui. Je dis pas qu'on veut faire la même chose et essayer d'y aller en mode bourrin, parce que c'est-à-dire qu'on reste un intermédiaire, mais l'idée c'était à peu près la même, c'était de se dire de toute façon, si on va les voir au mois d'octobre en disant on lance cette offre de partage d'abonnement, est-ce que vous voulez travailler avec nous? Non, en fait non, vous avez 0 utilisateur, 0 abonné, je vois pas trop l'intérêt en fait de travailler avec vous. Je préfère offrir mes mois gratuits, je préfère.
Et là, aujourd'hui, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on vient les voir en disant en 9 mois, aujourd'hui, on a 40 000 abonnés actifs payants. Et on se rend compte d'ailleurs qu'on est capable très, très vite de leur envoyer beaucoup d'abonnés parce qu'on les pousse presque à la consommation. C'est-à-dire que le fait de payer moins cher, le fait de pouvoir payer son abonnement avec sa cagnotte quand tu partages un abonnement, on a en tout cas une base de données où très facilement on est capable de te faire d'avoir en acquisition très vite des nouveaux abonnés. Compris. Pour nous arrêter un peu sur les KPI, donc un an plus tard, tu peux nous les donner. Donc tu m'as dit, vous avez passé la barre des 40 000 abonnés. Oui. Combien de nouveaux abonnés par mois en ce moment? Alors là, sur ce mois-ci, c'est un peu léger au mois de juillet. En fait, pour tout te dire, on a eu un très beau le confinement a aidé, non? Oui, ouais. Oui. Ouais, énorme même, énorme. Et en fait, on l'a vu, le post-confinement, c'était même, on s'en doutait en fait. On avait prévu le coup et en fait, on s'est pas inquiété plus que ça parce que dans nos prévisionnels, de toute façon, on était bien au-dessus de nos chiffres. Là, finalement, on revient dans nos chiffres qui étaient prévus initialement. Là, sur ce mois-ci, en nouveaux abonnés actifs, on est au jour. Attends, on est le combien? On est le 23. Là, on est à 7000 nouveaux abonnés actifs. Quand on parle d'abonnés actifs, c'est-à-dire que tu peux avoir 9000 nouveaux abonnés sur le mois. Ouais, sur le mois de juillet. Donc 7000 sur 40, ça fait un septième, un sixième. C'est sur presque 12 mois, c'est une belle accélération quand même. Non, on accélère en fait. Il n'y a pas un seul mois où la croissance a diminué. C'est juste que là, je suis en train de parce qu'on a un super BO. C'est dommage qu'on ne peut pas montrer d'image en même temps. Je suis en train de voilà, c'est ça. C'est qu'entre le mois de mars et le mois d'avril, on a une croissance de 400% en fait. On est passé de 800 nouveaux abonnés à presque 3000 sur le mois. Et comment t'expliques ce super taux de transfo? Parce que sur 100 000 utilisateurs, donc un utilisateur, c'est un gars comme moi qui s'est inscrit. Moi, je me suis inscrit il y a quelques jours pour faire du lèche-vitrine, on va dire. Ouais. Un utilisateur, c'est aussi un mec qui distribue son service. Un utilisateur, c'est aussi un abonné payant. Donc, comment est-ce que tu expliques le taux de transfo de presque 50% entre le nombre d'abonnés et le nombre d'utilisateurs? Alors, il y a plusieurs choses que nous, déjà, on n'est pas satisfait de ce chiffre, pour tout te dire. C'est que c'est énorme. Et alors, dedans, ce qu'il faut prendre en compte, c'est, on n'en a pas encore parlé, et ça, c'est quelque chose, en fait, sur lequel on s'y attendait pas vraiment. Quand tu viens sur Split pour souscrire un abonnement, finalement, les personnes ont 1,8 abonnements. C'est-à-dire qu'ils ont presque 2 abonnements chaque utilisateur a 2 abonnements. Et ça, on l'avait pas prévu vraiment. C'est-à-dire que c'était prévu que tu puisses prendre plusieurs abonnements sur Split. Mais, l'utilisateur lambda, finalement, il va prendre, on a, je crois, le plus gros utilisateur dans le classement, il a pris 18 abonnements chez nous. Donc c'est des personnes qui cumulent les abonnements et du coup, ça fausse un peu les chiffres, comme tu dis, de transfo. C'est-à-dire que quand je te dis qu'on a 40 000 abonnés actifs, c'est des abonnés payants. Donc tu peux, dans ces abonnés finalement actifs, comptabiliser, toi, Laurent, tu as pris 3 abonnements, bah, tu comptes comme 3 abonnés actifs au final. Parce que c'est 3 abonnements payants. Mais c'est quand même pas dégueulasse parce qu'au final, sur une inscription, tu vois, sur la journée d'hier, on va prendre la journée d'hier. Ouais, sur la journée d'hier, on avait 30% d'abonnés par rapport au nombre d'inscriptions. Donc, on va dire 30% d'abonnés donc t'as eu 100 inscriptions, admettons, et t'as eu 30 abonnés sur ces 100. Exactement. C'est fou quand même. Ouais, c'est vrai que j'ai pas assez je sais pas, j'ai pas assez de recul encore, de comparaison et de recul, mais c'est vrai que ouais, c'est plutôt bien. Si t'as testé le service, bon déjà on a très bien bossé l'UX. Ça, c'est quelque chose dont on est assez fier. On a beaucoup travaillé sur l'UX, d'autant plus qu'on est un service en fait où il n'y a pas de concurrence. Donc va expliquer à quelqu'un qui ne connaît absolument pas le principe, essayer de faire le truc le plus simple possible et qu'il se comprenne très rapidement. Donc c'est que de l'optimisation. Et ça, là-dessus, pour apprendre sur l'UX, c'est toujours, j'en reviens sur le chat parce que j'ai l'impression que c'est le meilleur outil d'AB testing qui peut exister. C'est que aujourd'hui, on a 100 000 utilisateurs, on a à peu près peut-être, je crois, une 60aine de messages par jour sur le chat. Il y a 6 mois, on avait 10 000 utilisateurs, on en avait 300 par jour. Et finalement, en fait, on s'est rendu compte que le meilleur moyen, c'était de regarder quand on veut faire des évolutions en fait sur le site, c'est de regarder le nombre de demandes récurrentes en fait des personnes qui disent est-ce qu'il y a de l'engagement, est-ce que sur votre service il y a un engagement, est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut payer avec sa cagnotte, est-ce qu'on peut. Et à chaque fois qu'on avait beaucoup de demandes, c'était limite on utilise Asana en fait, qui est notre to-do list en fait en interne pour donner les tâches à chaque développeur. Et à chaque fois qu'il y avait des demandes qui revenaient de manière récurrente, ça devenait une urgence finalement de faire ce développement et d'agir en conséquence. Et c'est pour ça je suis très fier de dire que si il se passe rien sur le chat, même si j'ai 3 personnes à plein temps au service client qui sont en train d'attendre les messages et les appels,
on est très content de pas avoir de message, c'est que le service tourne bien et il est scalable, quoi. Il est et il est compris surtout. Okay. Il est compris, ouais. Du coup, tu m'as dit 1,8 abonnements en moyenne, et quel est le panier moyen? Alors le panier moyen est mal calculé dans mon truc. Je t'explique pourquoi. C'est qu'en gros le panier moyen aujourd'hui il est de 3 euros. Il est de 3 euros et nous notre commission moyenne est de 0,47 centimes. Le panier moyen est mal calculé. Pourquoi? Parce qu'on prend pas en compte ce fameux chiffre d'1,8. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, je suis sur mon BO en même temps, donc c'est que en fait, en réalité, il est pas de 3 euros du coup, parce que si on a 1,8 abonnements par utilisateur, tu devrais multiplier, je pense, sans dire de conneries, tu devrais multiplier par. Oui, donc on serait à 5,50 €, c'est ça? Exactement. Dans ces eaux-là. Donc le panier moyen par utilisateur actif est de entre 5 et 6 euros. Je calcule très vite. Ce qui nous fait un. Et puis on espère qu'il va rester très longtemps chez toi, mais ça veut dire 60 € par an. Ouais, ça c'est un chiffre qu'on a. Le taux de résiliation, il est très bas parce qu'on avait dans les prévisionnels, on avait estimé à 15% le taux de résiliation. 15% c'est énorme, mais pourquoi? Parce qu'on est sur de l'abonnement collaboratif, que tu souscris pas auprès du distributeur, qu'on estimait qu'il allait avoir beaucoup de prise de tête peut-être entre propriétaires et abonnés. Et finalement non, il est de 3,2% le taux de résiliation sur la plateforme. Donc on a un taux qui est assez bas et on est plutôt content là-dessus. Ça veut dire que quelqu'un qui utilise notre service le garde longtemps et ça fonctionne bien. Mais oui, j'imagine bien. Moi, je suis sur Spotify depuis qu'ils ont ouvert l'abonnement payant. Ça doit être en 2009-2010. Netflix, ça fait depuis le lancement aussi. Prime, pareil. J'imagine que sur l'entertainment, sur le divertissement, tu ne quittes pas facilement une plateforme à laquelle tu t'es... Je pense que soit tu as des tests, hein, tu vois, les mois gratuits et puis qui ne sont pas concluants, mais une fois que tu as commencé à payer, que tu t'es habitué à une plateforme, je serais curieux de connaître l'industrie, tu vois je suis pas totalement d'accord. Alors je suis totalement d'accord sur le service que tu viens de citer. Je sais pas si je t'autorise à pas être d'accord avec moi, c'est toi l'invité, attention. Hein. Merde. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, t'as cité t'as cité les bons services. Mais dans les plateformes musicales, oui, il y a pas de. Je pense que le taux de résiliation est plus bas. Pourquoi? Parce que le catalogue est le même, que tu passes de Spotify, Deezer ou Apple Family, c'est le même catalogue. Donc, mis à part ce qu'ils sont en train de faire avec les podcasts, et ça on le verra, mais si Spotify commence à acheter les droits pour avoir l'exclusivité du panier, moi, par exemple, si j'étais chez Deezer, je passerais chez Spotify. Je suis pas en train de et j'invite Spotify à me contacter. Voilà, et acheter des droits à 1 milliard. C'est ça. Non, mais pour la plateforme musicale, en effet, le taux de résiliation sont très bas, mais pour la SVOD, mis à part Netflix, qui est le mastodonte et qui a un catalogue juste énorme, détrompe-toi, je pense que sur OCS, Disney, alors Disney c'est une catastrophe d'ailleurs, on le voit sur le taux de résiliation, et les Warner, les Canal, t'en as énormément, enfin il en existe beaucoup, hein. En SVOD, je crois qu'on en référence une trentaine, une quarantaine, et tous les services qui sont en train de se lancer, au bout d'un moment, ce qu'on dit toujours, c'est que tu vas devoir faire un choix entre tous ces services. Donc Netflix ne sera jamais, je pense, pénalisé parce que ça sera toujours, ils seront avec une longueur d'avance énorme. Mais Disney+, par exemple, les gens sont super déçus. C'est pas très cher, donc heureusement, certaines personnes vont le garder, mais t'as vite fait le tour du catalogue et ils renouvellent pas assez. OCS, t'as des choses qui sont sympas, et OCS, on a autre chose qui se passe, c'est que c'est tellement facile de mettre en pause un abonnement aujourd'hui qu'en tout cas, t'es pas dans cette cible-là, Laurent, mais dans les personnes qui sont étudiantes, qui sont peut-être à 5 € près, ils sont capables en effet de mettre en pause leur abonnement OCS parce qu'ils vont pas regarder une série pendant 2-3 mois et le remettre en lecture, on va dire, enfin le réactiver quand il y avait Game of Thrones, quand il y avait d'autres séries qui arrivaient. Donc je pense qu'en effet, il va falloir de toute façon faire un choix. Tu pourras pas t'abonner à tous les services. Et je crois qu'il y a une enquête qui avait été faite aux États-Unis où les gens sont prêts à avoir 2 abonnements maximum sur la SVOD, donc ils vont devoir soit créer leurs offres bundle, parce que nous on aime bien se comparer là-dessus. T'as Canal+ finalement qui crée ses offres bundle, un peu comme l'idée de la personne que tu avais rencontrée, où ils vont dire on vous propose OCS, Disney+, Netflix dans notre offre. Finalement t'imposes un peu des services où t'as pas forcément envie de regarder les catalogues, je veux dire n'importe quoi d'OCS. Split te permet de créer ta propre off bundle sur mesure. Tu vas dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de lire, je sais pas, Le Monde, c'est d'écouter la musique sur Spotify, j'aime bien regarder la NBA et je sais pas, j'aime bien les séries de Shadows parce que Shadows c'est une plateforme de films d'horreur. Donc ça te permet vraiment de créer ton catalogue toi-même et de faire ton offre bundle au final. Et du coup, quand tu as un utilisateur qui arrête son abonnement, un porteur de compte, je sais pas comment on appelle ça chez toi, mais quelqu'un qui propose son compte, qui arrête son abonnement, là tu pénalises les 2, 3, 4 personnes qui partagent son abonnement.
Alors le taux de résiliation pour le coup des propriétaires est très bas parce qu'une fois qu'ils ont des abonnés, bah, comme je te dis, et ça c'est vraiment notre argument phare quand on va voir les distributeurs pour négocier, c'est de dire on se rend compte que le partage d'abonnement permet de réduire énormément le taux de résiliation par rapport, ça rebondit à ce que je t'ai dit, au fait que les gens peuvent le mettre en pause, que le fait d'avoir souscrit en groupe, t'es garant finalement de tes co-abonnés et tu verras d'ailleurs si toi demain tu disais bah tiens Netflix ça fait 2 mois que j'ai pas ouvert Netflix, putain je paye 16 €. Si tu le partages à ta voisine et à ta femme, tu vas pas le résilier. Par contre, si toi tu le regardais tout seul et que d'ailleurs tu partageais pas ton compte, tu peux le mettre en pause parce que finalement c'est très simple à mettre en pause un abonnement et de le reprendre quand tu reviens à la rentrée. Donc ce qu'on dit finalement, c'est que le partage d'abonnement permet en tout cas de garder plus longtemps ses utilisateurs. Donc les propriétaires chez nous, je crois qu'ils ont résilié à 1. On a regardé récemment parce qu'on les avait pas ressortis, mais on était à 0,8% de résiliation des propriétaires d'offres. C'est-à-dire que voilà, une fois qu'ils ont des co-abonnés, ils sortent plus, ils le gardent. Mais ils peuvent l'arrêter et l'option existe. En fait, ils peuvent arrêter leur abonnement et dans tous les cas, l'abonné est remboursé de la totalité. C'est-à-dire que son co-abonné est remboursé du mois entier si la personne arrête son abonnement. Compris. Tu peux nous expliquer ton modèle ? Oui. Le modèle économique, alors il est assez simple. C'est le même que la cagnotte en ligne finalement. On prend une commission à la charge de l'abonné et non pas du propriétaire. Pourquoi ? Parce que finalement le propriétaire, c'est quand on s'est lancé, c'était un peu la frayeur aussi qu'on a eue, c'était de se dire merde, ça se trouve on va se retrouver avec beaucoup de demandes et pas d'offres, ou le contraire, on va avoir beaucoup d'offres et pas assez de demandes. Et finalement, alors ça, coup de chance, je pourrais pas l'expliquer, mais j'ai l'impression que ça s'est très bien fait dès le début. On a eu des offres qui sont arrivées et des demandes en face, donc jusqu'à maintenant ça fonctionne plutôt bien. Mais ce qu'on cherche avant tout, nous, c'est des propriétaires. C'est plus il y a d'offres et plus les abonnés qui arrivent sur le service, en tout cas les souscripteurs, vont pas être déçus, ils vont pouvoir prendre leur service tout de suite. Donc l'abonné paye une commission, donc nous on prend une commission de 20 centimes plus 5%. Donc nous c'est très important là-dessus, c'est que sachant qu'on est sur du panier qui est très bas, les 5% finalement représentent pas grand-chose, c'est vraiment les commissions fixes qui nous apportent aujourd'hui. Donc on gagne en moyenne, ce que je te disais tout à l'heure, on gagne en moyenne 47 centimes par abonnement. Par abonnement. Donc, sur les 40 000 que vous venez de passer là, vous gagnez en moyenne 40 centimes par abonnement. C'est ça. Alors, il y a dedans, dans les 47 centimes, ce qui est calculé, c'est une moyenne, c'est qu'en fait, il y a, pour le propriétaire, t'as pas de frais chaque mois, mais t'as un frais de mise en relation. Quand tu partages ton abonnement à des amis, parce que tu vas envoyer ton lien, comme une cagnotte Litchi, peu importe, par mail, par SMS, tout ce que tu veux, t'as aucun frais de mise en relation, parce que la personne, tu la connais. Et nous, dans notre modèle, en effet, on a dit, si tu le mets en public, ça veut dire qu'on t'a mis en relation. C'est ce que fait d'ailleurs, je crois, Blablacar. C'est juste en fait te prendre des frais de mise en relation pour t'avoir permis de trouver un co-abonné. Donc c'est un frais qui est de 1 € maximum et qui est en moyenne de 60 centimes. Donc la commission moyenne avec la mise en relation et les abonnements, les commissions récurrentes d'abonnement, c'est 0,47 centimes par abonné. Mais du coup, alors ça m'amène au sujet suivant, c'est que choisir ta plateforme de paiement et d'escroc, comment on dit, de tiers de confiance, ça a dû être un bon casse-tête parce que tu génères 50 000 paiements tous les mois, 40 000, enfin voilà, le paiement tous les mois sur des petits montants sur lesquels tu as en général un coût fixe plus un variable. Comment est-ce que vous avez fait ça ? Et donc vous travaillez avec Lemonway actuellement, c'est ça ? Ouais, un casse-tête. Alors là, comme tu dis, vraiment, c'était, je crois que je les ai tous fait quand on a décidé. En plus, le problème, c'est que nous, les Split, on se lançait, on partait de zéro. Les premières questions que te posent ces sociétés, c'est te demander combien vous avez de transactions, quel est votre volume d'affaires, et par rapport à ça, on va vous faire un calcul. Donc, d'ailleurs, c'était à l'époque, je crois, où je les ai tous démarchés. Je sais plus, c'était au mois de, c'était peut-être au mois de, non, un peu avant, peut-être au mois de juillet en tout cas, quand on était en proof of concept. Donc MangoPay, malheureusement, donc très bien, la société MangoPay, etc. Mais le problème, c'est que la commission fixe, impossible d'y toucher, c'est 18 centimes par commission fixe. On pourra pas faire autrement. Et le problème, c'est que même en négociant la commission fixe, il faut savoir que nos comptes ont quelque chose qui s'appelle KYC 2, c'est-à-dire qu'il faut que tu valides tes comptes avec les pièces d'identité des utilisateurs. KYC, c'est know your consumer. Ça doit être ça. Ouais, c'est ça. C'est en gros, oui, c'est ça. C'est pour valider l'identité, c'est pour éviter tout détournement d'argent, etc. Voilà, c'est la quand vous ouvrez un compte sur Conto, il faut envoyer sa carte d'identité et puis un relevé une attestation de domicile. Voilà, c'est toute cette démarche qui permet de valider et légitimer un compte. Ça s'appelle Know Your Consumer, KYC. Exactement, voilà.
Et ça, en fait, c'est des Donc choses qui 18 sont. centimes, alors que toi tu prends 40 centimes, donc tu passes la moitié de ta marge à ta plateforme de paiement. Ok, c'est compliqué, ouais. Ouais, c'était compliqué. Et en plus, j'ai pas terminé, c'est que MangoPay, ils prenaient aussi, ils te font payer les validations de KYC. Donc, ça peut être intéressant quand tu es une plateforme de crowdfunding, c'est-à-dire que t'as pas forcément comme nous 50 000 utilisateurs qui vont créer ce qu'on appelle un wallet. Donc, c'est des personnes qui vont valider leur KYC. Sur des sociétés de crowdfunding, tu es plus sur du B2B, donc c'est peut-être de 2000, 3000 sociétés qui vont proposer euh, qui vont créer un compte KYC. Notre côté, en fait, c'était compliqué parce que je crois que c'était facturé 1 euro par création de wallet, donc c'était juste pas possible. On a approché aussi, je crois, Orange Bank. En fait, je savais pas, mais c'est une filiale d'Orange qui faisait ça, mais pareil, c'était hors de prix. Stripe commence à proposer ça et c'était bien au-dessus. La commission fixe était de 14 centimes plus le pourcentage, parce qu'il n'y a pas que la commission fixe, il y a 14 centimes plus un Variable. pourcentage. Et pareil, alors eux, ils ne faisaient pas du tout la validation de KYC, c'est-à-dire que c'était à toi de le faire. Donc nous, on veut pas prendre le risque, on veut pas se faire retoquer par la CPR derrière et avoir le moindre problème. Alors Et tu te fais finalement, retoquer par, pardon. la CPR, pardon, C'est quoi la CPR? c'est l'organisme qui régule en fait toutes les sociétés de paiement en fait, qui vérifie notamment par exemple ce que tu as sur tes comptes séquestres. C'est-à-dire que si nous on a aujourd'hui j'ai le montant sous les yeux, je vais pas forcément le dire, mais l'argent qu'on stocke pour nos utilisateurs, ils vont vérifier que sur le compte en banque séquestre, ça correspond bien au montant que nous on stocke en base de données, puisque tu as des Mais sociétés. c'est un spot check. Ils peuvent arriver d'un jour à l'autre et vérifier, ou Ah oui. ils le voient en temps réel? Non, il le voit. Alors ça, c'est une bonne question pour le coup. Il faudrait demander peut-être à Lemonway ou ceux qui connaissent, que je vais peut-être dire des grosses bêtises. Non, je pense que c'est ils ont les moyens de vérifier. En tout cas, je sais pas en fait comment ça se passe derrière, comment ils vérifient s'ils ont la main mise. Mais il y a beaucoup de contrôle là-dessus et ils blaguent pas. On va dire que voilà, il faut vraiment être clair parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans le passé, notamment une banque qui s'était lancée, j'ai plus le nom en tête, qui a déposé depuis et qui avait détourné, je crois, 700 000 euros qui étaient sur les comptes des gens parce qu'il n'arrivait pas à faire sa levée de fonds, donc il avait dépensé les 700 000 euros en disant bah voilà, je vais faire ma levée de fonds, je les rembourserai plus tard. Et voilà, clairement on n'a pas le droit, même si nous aussi l'argent on l'a sur nos Move comptes. fast and break things, mais faut rester. Ouais, non, là Faut faire gaffe. c'est vraiment c'est limite. Et donc vous faites le tour des organismes ou des plateformes avec lesquelles vous pourriez travailler. Ouais, et donc Lemonway, c'est ce que j'aimais avec Lemonway, c'est qu'ils nous ont fait confiance tout de suite, c'est-à-dire qu'on est parti, on a dit dès le début qu'on avait un tout petit volume. Mais par contre, ils croyaient énormément dans le projet. Mais alors après, c'était pas un hasard, c'est qu'ils bossent avec, on en a pas encore parlé, mais on a appris leur existence bien plus tard. Mais on a un concurrent qui existe en Italie et qui fait un volume juste énorme et qui existe depuis 2-3 ans. Et je pense que du coup, le fait de bosser déjà avec cette société, ça permettait pour eux de savoir voilà qu'il y avait forcément un potentiel derrière de volume d'affaires important. Et le projet leur plaisait. Donc, ils nous ont fait une offre qui était intéressante. Donc, aujourd'hui, pour être transparent, voilà, ils nous font 10 centimes de frais fixes avec un pourcentage qui est de 0,27%. Ok, compris. 0,27%, tu as dit? Ouais. Ok. Mais du coup, ça te bouffe quand même une bonne partie de ta marge, quoi. Alors, ça bouffe une partie de la marge, t'as raison. Et c'est là où, justement, c'est ce que j'adore faire, finalement. C'est jouer avec les chiffres. C'est-à-dire qu'on a fait que de l'optimisation. C'est malheureusement pour Lemonway, on ne fera pas 40 000 euros, on n'aura pas 40 000 euros de facture tous les mois de Lemonway parce qu'on optimise les choses par rapport au nombre de transactions. C'est qu'on a voulu, maintenant qu'on a beaucoup de volume, beaucoup de transactions, ce qu'il faut faire, c'est optimiser au maximum pour faire le moins d'appels possible aux cartes bleues parce que finalement, c'est ce qui nous coûte de l'argent, c'est l'appel à la carte bleue. Donc, on a créé pas mal de fonctionnalités en interne. Donc, par exemple, je te parlais du fait que les personnes ont plusieurs abonnements. Quand tu vas avoir plus d'un abonnement, on va se débrouiller pour que ta carte soit débitée qu'une seule fois et non pas 2 fois. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, ça a limité peut-être de 10-15% le nombre d'appels. Tu passes de 1,8 à 1 en fait. C'est ça. Au final. C'est ça. Ouais. 1,8 à 1 ouais, c'est ça. C'est le nombre de personnes finalement qui avaient plusieurs abonnements. On regroupe les deux sur la même transaction, ce qui fait économiser au lieu de payer 20 centimes pour 2 transactions, tu payes 10 centimes. Et la deuxième chose qui fonctionne très très bien, c'est le paiement avec les cagnottes. Et ça, c'est quelque chose en fait sur lequel on n'était pas forcément convaincu, mais qui, comme je te disais tout à l'heure, pousse à la consommation. Quand tu vas proposer un Netflix, si tu le proposes, tu le fais pas pour les 8 euros par mois, ou en tout cas pas tout le monde. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent récupérer ces 8 euros par mois, ça peut leur servir à autre chose. C'est que les 8 euros par mois vont te permettre de, derrière, consommer sur d'autres abonnements. Donc, avec les 8 euros par mois, tu vas pouvoir te prendre un abonnement au Monde, tu vas pouvoir te prendre un abonnement à Spotify, tu vas pouvoir, finalement multiplier tes abonnements
et répondre à une problématique qui va se poser, comme je le disais tout à l'heure, c'est comment on va faire pour souscrire à tous ces abonnements, sachant que on n'aura pas les moyens de le faire. Donc là, finalement, ce que tu économises sur ton abonnement, c'est pas fait pour le remettre dans ton compte en banque, c'est fait pour Tu l'utiliser le sur une autre réinvestis. plateforme. Tu le réinvestis. Et ça, c'est de wallet à wallet, donc c'est de compte à compte, ça ne fait aucun appel à la carte bleue. Donc c'est totalement gratuit pour nous. Et aujourd'hui, on a 50% des transactions du site qui sont faites uniquement de wallet à wallet. Donc Ok, donc c'est une belle économie. Je pense qu'il y a encore de l'optimisation à faire là-dessus, mais voilà. ok, ok, compris, intéressant. On va passer à la dernière question que j'avais et du coup parler de ton marketing et ta distribution. Ma dernière question, c'est comment est-ce qu'on fait en un an pour convaincre 100 000 personnes de venir voir la plateforme et 40 000 de l'utiliser et de payer. Et puis surtout, la suite, c'est comment est-ce que tu fais pour en avoir pas 100 000 mais 100 millions. Parce que, le fond de ma pensée, c'est qu'avec 40 000 utilisateurs sur lesquels tu gagnes 40 centimes par mois, sur lesquels tu donnes la moitié à la... Alors, je simplifie parce que il y a ce principe de cagnotte, hein, mais c'est pas avec ça que tu vas faire des millions. Donc, comment est-ce que tu as fait pour en arriver là et comment tu comptes faire pour arriver à l'étape suivante? Ouais. Alors, il y a plusieurs questions. Du coup, je sais pas. Alors, je vais commencer. Il y en a pas mal. Commençons par la croissance. Comment est-ce que tu es allé chercher ces 100 000 utilisateurs? Alors, comment je suis parti les chercher? Aujourd'hui, on communique. Alors, on fait très peu de SEO. Alors ça, je peux l'expliquer très simplement. Pourquoi? On est très bien référencé, hein. Vous pouvez faire le test partage abonnement, partage Spotify, partage ce que vous voulez. On est en premier sur Google. Mais finalement, ça rapporte pas grand-chose parce que les gens n'ont pas comme réflexe de se dire je vais taper sur Google ce mot-là. Quand Blablacar s'est lancé, enfin quand le covoiturage n'existait pas, vous tapiez pas sur Internet chercher chercher covoiturage Paris-Nantes parce que ça n'existait pas. Donc forcément, c'est pas des requêtes qui étaient très utilisées et on a cherché sur quelle requête on pouvait se placer, etc. Et c'est assez difficile. On s'est mis sur des requêtes de longue traite, c'est-à-dire que finalement tout ce qui va être lié à nos marques, que ce soit Le Monde, Spotify, Le Parisien, etc. Et quand on parle d'abonnement avec ces termes-là, on est placé parce que on a fait des notices, on a fait des choses, des articles sur le blog qui permet en tout cas d'avoir du trafic provenant de ces utilisateurs. Mais déjà ça transforme très peu parce que les personnes viennent sur notre blog, se renseignent, voient comment se passe le partage parce que comme je te dis c'est des notices, donc la plupart du temps peut-être qu'ils voulaient le partager mais qui ils savaient pas comment, mais pas forcément utiliser un intermédiaire pour le faire. Donc ça transforme très peu. Donc voilà, le SEO pour le coup, nous on n'est pas, on n'a pas forcément ce besoin dans l'immédiat. Quand tu évangélises un marché, évidemment, faut trouver les requêtes connexes ou cousines, mais en direct, tu vas pas. C'est évident. Il y a personne qui va chercher ta valeur ajoutée, quoi. Ouais, exactement. Donc finalement là, ce qu'on a fait aujourd'hui, donc c'est assez intéressant, parce que je parlais avec une personne qui me disait, bah la première chose à faire finalement, c'est de travailler ta notoriété. Pourquoi? Parce que bon, c'est très compliqué, hein, travailler une notoriété, parce que ça coûte beaucoup d'argent aussi. Autrement, il faut le faire avec les médias et essayer d'évangéliser la chose et surtout légaliser la chose. Si, comme je t'ai dit, on va faire un communiqué important en octobre parce qu'on a des beaux partenariats qui vont être en place et c'est là-dessus qu'on va communiquer finalement. C'est d'essayer de répondre pas la mauvaise presse parce que c'était vrai, mais qui a été faite tout au début de Split en disant mais c'est illégal, les plateformes n'ont rien à gagner ou voilà, de prouver en octobre et de faire parler aussi nos partenaires, de dire voilà l'intérêt de Split et pourquoi on fait ce partage d'abonnement, etc. Ça c'est miser sur les médias là-dessus, ça peut être pas mal parce que ça peut passer. En tout cas, cette première barrière sera passée et pour nous en fait c'est à ce moment-là, je pense que le SEO sera important et d'ailleurs je pense que des concurrents arriveront sur ce marché. Alors c'est une question con, mais si tu as référencé 200 plateformes sur Split, pourquoi est-ce que tu vas chercher des partenaires officiels? Parce qu'on a besoin en fait de les aujourd'hui pour justement c'est bien que tu dis ça parce que ça en vient à notre acquisition. Aujourd'hui on fonctionne avec Facebook Ads, beaucoup avec Instagram et le gros problème qu'on a, c'est très difficile de communiquer, d'essayer de faire parler de Split, de faire venir du trafic sans utiliser les logos parce que c'est strictement pour le coup, si on n'a pas les accords de Netflix, on va pas se permettre de mettre le logo de Netflix en disant votre abonnement Netflix 3 fois moins cher, c'est juste pas possible. Donc on se débrouille. On parle de partage d'abonnement, on essaie de faire des jeux de mots, des choses comme ça, où on parle de SVOD sans citer de marque, et on arrive à avoir une bonne acquisition dessus. Mais c'est sûr que si on citait la marque derrière et si on avait des accords avec cette marque, ça fonctionnerait beaucoup mieux.
Donc c'est pour ça qu'on signe des accords. Ce qu'on dit aux distributeurs, s'ils nous écoutent, ils sont les bienvenus aussi, c'est de leur dire en fait finalement, nous on est capable de vous faire de communiquer sur votre offre d'abonnement, de communiquer auprès de notre base d'utilisateurs, de vous mettre en avant sur la plateforme. Donc pour une startup notamment qui a une offre d'abonnement, il peut peut-être se poser la question de mettre en place dès le début une offre groupée, qu'il appelle une offre, je sais pas, on peut appeler ça une offre. Souvent c'est un terme marketing, c'est l'offre famille, mais ça peut être l'offre groupe, l'offre, je sais pas, l'offre tribu. Et nous, on est capable, si vous jouez le jeu, finalement, vous êtes l'opérateur qui permet de. Ok. On vous met surtout en avant votre offre, c'est-à-dire que, si vous créez cette offre, on est capable de vous mettre en avant sur Split. Et comme je disais, c'est que sachant que les personnes paient avec leur cagnotte, il faut savoir que on les pousse à la consommation. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'argent qu'ils n'auraient pas eu d'une autre manière. Finalement, quand tu as récupéré 25 € de plusieurs abonnements que tu partageais pas, enfin que tu partageais pas tes slots, tu récupères de l'argent que tu n'aurais pas eu d'une autre manière. Et finalement, les personnes, comme je te dis, ont envie de les réinvestir pour acheter d'autres abonnements. Donc, on est capable très vite, en tout cas, d'envoyer, et on l'a vu pour certains cas, quand on rajoute des services, on est capable de t'envoyer très rapidement des abonnés sur ton service, parce que c'est déjà moins cher et parce qu'on a finalement des personnes qui ont de l'argent disponible pour consommer sur de l'abonnement. Donc, c'est ce qu'on dit aux distributeurs, c'est de les mettre en avant, et en contrepartie, tout ce qu'on leur demande, c'est d'avoir un droit d'exploitation de leur image, c'est de pouvoir communiquer sur l'offre. J'allais faire une gaffe, donc je vais pas citer le nom, mais sur l'offre de tel distributeur, et de pouvoir communiquer sur Facebook, de pouvoir éventuellement faire des pubs communes, et eux de leur côté, quand ils vont vraiment loin, et c'est ce qui est génial sur les distributeurs qu'on est en train de mettre en place, c'est qu'ils sont en train aussi de mettre en place des offres groupées en disant cette offre groupée, si tu veux la partager, tu peux la partager sur Split, parce que pour eux ce qui les intéresse, c'est aussi, plutôt que d'avoir une offre à 7 € par mois, ils préfèrent avoir une offre à 16 € par mois, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont pas toucher 40 millions de Français sur leur offre, ou même 50 millions, même Netflix n'y arrivera pas. Mais que de se dire finalement, on préfère avoir un panier de moyens plus élevé, derrière c'est à lui de se débrouiller s'il veut trouver des co-abonnés avec lui pour faire de l'achat groupé. Au final, on n'a rien fait de nouveau là-dessus. Quand tu fais de l'achat groupé, que tu te regroupes à plusieurs pour acheter un produit, forcément tu as des réductions. Quand tu pars au ski, que tu arrives avec tu dis on est 10 personnes, on vient en tribu, tu vas payer moins 20% sur ton forfait. Finalement, on le voit un peu comme ça pour l'abonnement. C'est-à-dire que tu vas prendre un abonnement à 16 € à 4 personnes, c'est normal que ça te revienne moins cher. Donc des partenariats pour la suite officiels, j'imagine dans la vidéo, dans les médias, dans la presse. Dans la presse beaucoup, dans la SVOD, dans la musique. Ok. Et pas encore le jeu vidéo, mais j'espère bientôt. D'accord. Et jusqu'à présent, donc, ce que tu m'as dit là, ce que je retiens, c'est des coups de PR, de relations presse, de RP, qui ont bien marché. Et tu m'as dit, vous dépensez pas de SEO parce qu'on évangélise un marché. Je dis on pour Split, mais pas mal de Facebook Ads sur Facebook et sur Insta, du coup. Ouais, Facebook. Alors pour le coup, ça on l'a sous-traité. On le sous-traite à une société, donc là je peux la citer parce qu'on est assez content, qui s'appelle Campaign, qui te permet d'optimiser tes campagnes de Facebook, Snapchat, Instagram. Derrière, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on bosse les créas ensemble et ils ont des outils en fait qui te permettent d'optimiser au maximum. Et t'as une personne chez eux qui est dédiée pour optimiser au maximum ta campagne, et on a des coûts d'acquisition qui sont plutôt bons, c'est-à-dire qu'on est à aujourd'hui, je crois 45 centimes d'acquisition, quand tu sais qu'on transforme derrière en moyenne 50%. Attends, 45 centimes. Ouais. C'est quoi 45 centimes? C'est un utilisateur qui a créé son compte, qui a pas encore payé. Qui a pas encore payé, et nous derrière finalement, on pourrait très bien le taguer ça sur Facebook, mais on sait, et ça c'est depuis le début, qu'on arrive à transformer 40% de nos utilisateurs, donc le calcul est assez rapide, c'est-à-dire que en moyenne un utilisateur nous apporte te coûte 1 euro, 1 euro, 1,20 €. Ouais. Ok, et il va te rapporter 40 centimes par mois. Sur les 40, tu marges 35 puisque 25 puisque tu as la plateforme de paiement les Monway. Donc en 6 mois, tu l'as rentabilisé, quoi. 6-8 mois, tu l'as rentabilisé. Plus, parce qu'en fait, ce que tu oublies aussi, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est qu'on a en fait cette fameuse commission récurrente, mais on a les frais de mise en relation. Donc les frais de mise en relation, finalement, remboursent directement le coût d'acquisition, quasiment. Ok, compris, intéressant. 45 centimes l'inscrit, c'est que dalle. Hein. Mais en même temps, tu vends Enfin, tu vois, ça me paraît une évidence, t'es dans l'air du temps. Ouais, c'est que dalle, mais je te cache pas que Vas-y. Je parlais avec une personne hier qui travaillait, alors elle m'a impressionné parce que qui travaillait dans le gaming, en fait, dans les applications de gaming, avec une société française qui a levé récemment.
et à me donner justement, j'aime bien échanger comme ça, à me donner des astuces pour optimiser encore, parce que je lui disais, enfin voilà, mon 45 centimes, ça me paraît pas cher, mais elle me disait, tu sais que nous, notre coût d'acquisition est de 1 à 2 centimes. Donc je savais même pas que c'était possible un coût d'acquisition 1 1 à à 2 2 centimes. centimes pour un Oui, non mais voilà. utilisateur dans le Ouais, gaming, mais qui a dans le installé une gaming. app en plus? Non. Ouais, ouais, ouais. Ah non, mais ça c'est, je pourrais te donner Mais son ça n'existe contact. pas. Alors, j'aimerais Le, bien que tu mettes en relation et on va l'inviter je sur le te, podcast et on va en ouais. parler. Bah alors là, elle est dans une nouvelle startup, mais après je vais pas citer le nom de la société de gaming parce que je sais pas si j'ai le droit de la citer, mais oui, oui, je te donnerai son contact parce que j'étais impressionné. Et ce qu'elle disait, c'était vraiment super intéressant. Il créait 500 campagnes par semaine en fait sur Facebook Ah, la pour être machine de voilà, guerre, quoi. à une machine de guerre. Et voilà. Donc ouais, 40. Mais moi, je suis très content de mes coûts d'acquisition et ce qu'il faut, c'est les garder au maximum. Et pour rebondir du coup là-dessus, coût d'acquisition aujourd'hui, c'est que du Facebook, du Instagram, et on va lancer le Snapchat bientôt. La prochaine étape, donc pour atteindre les fameux millions, comme tu dis, c'est tout simplement d'essayer aussi de toucher un marché plus gros. C'est-à-dire on est très content finalement. Enfin, on fait pas encore des millions, mais on fait quand même 13 000 euros de marge mensuelle, du coup, enfin mensuelle plus, parce qu'on est sur du récurrent et que tous les mois ça croît. Qu'on va être à l'équilibre. En tout cas, on peut tous se payer et toutes nos charges peuvent être payées à partir du mois d'octobre-novembre. Donc ça fera quasiment un an qu'on existe. Mais pour passer, comme tu dis, à l'étape supérieure, en fait, notre outil, on a fait en sorte de le rendre scalable au maximum. Et là, maintenant, ce qu'il faut, euh, se lancer. On se lance dans d'autres pays, donc en Espagne, en Italie, au Portugal à la rentrée. Ce qui est super intéressant, c'est que la plupart des services, ils sont tous, donc c'est très très facile de se lancer là-bas. Et on a surtout un concurrent qui existe en Italie, qui a plus de 500 000 utilisateurs et qui a très mauvaise presse pour le coup, parce qu'ils n'ont pas du tout la même approche que nous auprès de leurs clients. Donc je pense que ça peut bien fonctionner. Ça peut bien fonctionner. C'est une évidence qu'il y a un marché. Enfin, voilà, ça ne fait aucun doute. Netflix a quoi, 200 millions d'utilisateurs payants au monde? 220 millions, ouais. Ouais. 220 millions potentiellement qui peuvent partager. Et ça, c'est on parle absurde, mais à 3 personnes. Enfin voilà, t'as 600 millions déjà rien que là d'utilisateurs potentiels. Donc, ouais. ok. Et encore Netflix, en fait, ça c'est important aussi parce que tu disais, on est souvent critiqué et en même temps ça plaît, mais le fait de dépendre de services donc Split, en effet, on dépend des services qu'on propose. Si demain plus aucun service ne veut faire de partage, bah nous notre business est mort. Et finalement, bah non, nous déjà ça va dans le bon sens, comme je te dis, c'est que les sociétés avec qui on travaille et qui n'avaient même pas d'offre groupée, on va prendre l'exemple du Monde qui a lancé une offre groupée récemment, et d'autres des sociétés qui n'ont pas ça aujourd'hui, qui vont le faire parce que Split existe et parce que c'est dans l'air du temps aussi le partage de comptes. On dépend pas uniquement de Netflix, et ça c'est important de le dire, c'est qu'aujourd'hui Netflix ça représente que 10% de nos abonnés actifs. Donc si demain Netflix décide de couper, ça sera pas Netflix qui décidera de couper. Si tu regardes un peu les phrases, ce que dit Netflix par rapport à ça, ils démentent. Et pour eux, voilà, c'est ce qui a fait leur succès. Et honnêtement, je suis pas sûr que c'est ce qui vraiment ils ont besoin de le contrôler parce que tu as des personnes qui abusent du partage, qui vont le partager avec 12 personnes, qui vont faire n'importe quoi. Si c'est contrôlé et voilà, si tu dépasses pas le cadre limité par le contrat qu'ils te vendent, c'est-à-dire qu'ils te vendent un contrat qui est à 8 euros pour une personne, un contrat qui te vendent à 12 euros pour deux personnes, et un contrat à 16 euros pour 4 personnes. Si tu dépasses pas les 4, les 2, les 1, ils l'ont déjà calculé, que tu sois une famille de 4 personnes ou que tu sois quelqu'un qui va créer ta propre famille digitale, ça change pas grand-chose pour eux au final. Et ça nous fait une belle phrase de conclusion. Le temps passe et je te remercie infiniment. C'était hyper intéressant. Moi, j'avais vraiment cette question des droits. Tu vois, je me dis, je me demandais comment les plateformes pouvaient le tolérer, mais en vrai, tu as raison. Une manière pour elle de se développer. Netflix, c'est parce qu'on peut partager des comptes et c'est comme ça que ça a marché dans les facs américaines quand ils sont lancés. C'est parce qu'on peut partager des comptes qu'il y a eu une telle traînée de poudre et croissance. On aurait pu dire qu'arriver à leur stade, je reprends Netflix, mais j'ai bien compris que c'est que 10% de votre business, mais je pense que c'est représentatif. Arriver à leur stade, tu vois, où ils ont 220 millions d'utilisateurs actifs, ils sont encore en croissance. Il y a tellement d'acteurs qui sont lancés sur les 2 dernières années, entre Disney, Hulu, HBO, enfin il y en a tellement qu'ils ont toujours besoin d'exister et de croître à la fois sur la partie catalogue, mais aussi sur la partie utilisateur. Donc je comprends l'intérêt d'avoir un split et des outils qui permettent de contrôler en fait le partage des comptes. Ouais. Bon après, hein, c'est ce que je te disais, c'est que Netflix, en effet, c'est le mastodonte. Il est énorme. Donc là, aujourd'hui, ils ont peur de personne. Et ça, clairement, ils s'en cachent pas. Ils ont peur de personne. Et donc finalement, j'ai envie de dire, l'avantage de Split, c'est pour toutes les sociétés derrière qui, comme tu dis, Disney ou ces sociétés, finalement, on peut les approcher très facilement parce qu'on leur permet de dire, tu vois, des personnes qui partagent leurs comptes sur d'autres plateformes,
vont te rapporter aussi des clients. C'est-à-dire que c'est presque de l'entraide. Hein. Je dis pas qu'on est les pieds en là-dedans, mais c'est qu'on est en fait finalement on permet de multiplier et d'entraider, c'est-à-dire de renvoyer des utilisateurs qui étaient chez Netflix chez Disney, chez OCS, parce que finalement les places qu'ils ont supplémentaires leur permettent de payer d'autres abonnements derrière. Jonathan, merci infiniment pour ton temps, c'était passionnant. Et je te souhaite bonne chance pour l'avenir. Et chers auditeurs, merci encore de votre fidélité et d'avoir écouté jusque-là, 1h09. Si on enlève les 2 minutes qu'on a perdues, parce que j'ai dû descendre pour demander aux gars d'arrêter de passer la perceuse dans les murs. Ça reste un épisode long, alors que je l'espérais plus court, mais parce qu'il était passionnant. Et c'est grâce à toi, Jonathan. Merci d'avoir été aussi généreux dans le partage de chiffres. On a appris plein de choses. Merci. À bientôt, Jonathan. À bientôt. Et merci à tous, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.